D'ailleurs, une nouvelle journée cruciale s'est déroulée aujourd'hui pour calmer la révolte des agriculteurs. On parle de cette journée, on parle de l'IVG, on parle des enseignants, on parle de ce que devient la Macronie et de ce qu'est le style Attal. Avec une macroniste de la première heure, voici Aurore Berger. Bonsoir Aurore Berger, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous êtes ministre délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Vous êtes né en 86, vous avez grandi dans les Yvelines, vous adhérez à l'UMP à l'âge de 16 ans. Vous devenez une macroniste de la première heure, députée des Yvelines, patronne des députés Renaissance, ministre des Solidarités et des Familles. Vous étiez ministre de plein exercice, vous avez été rétrogradé au rang de délégué auprès du Premier ministre. Si je vous demande si vous l'avez mal pris, vous allez me répondre non. Pas du tout, c'est bien ça. Parce que je pense que c'est pas tellement le sujet. Est-ce que j'aurais préféré rester ministre de plein exercice? Peut-être. Est-ce qu'à la fin, je suis sur un ministère où j'ai la chance de faire des choses qui me semblent importantes? Je pense qu'on va en reparler. Cette semaine, on a voté la constitutionnalisation de l'IVG. J'ai eu l'occasion de le porter. J'ai pu monter à la tribune pour porter ce texte que j'avais moi-même déposé quand j'étais députée. Je crois que c'est surtout ça, faire de la politique. Et pourquoi c'est pas un ministère de plein exercice, justement? C'est rattaché au Premier ministre. Et parce que ça doit donner... Parce que l'objectif, c'est d'arriver à faire bosser tous les autres. C'est-à-dire que l'ensemble des ministres se sentent investis sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça concerne tous les ministères. Ça concerne la lutte contre la précarité des femmes, c'est la santé des femmes, c'est la question du logement, c'est la question de la santé des femmes, c'est la question du travail et de l'égalité professionnelle. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à mettre tout le monde en musique. Presque Première ministre. Non, pas Première ministre. Mais en tout cas, je pense qu'il faut arriver... Il a dit presque. J'ai bien noté. Mais il faut arriver à faire travailler ensemble tout le monde. Et donc le fait d'être auprès du Premier ministre, ça permet ça. Alors on avait parlé de vous, votre nom avait été cité pour le ministère de l'Éducation. Quand vous voyez comment ça se passe pour Amélie Oudéa-Castéra, vous vous dites quoi ? Je dis qu'il y a des choix qui ont été faits, que j'aurais peut-être pas eu la même polémique parce que ma fille en 14 mois, elle va à la crèche et donc elle va pas au lycée Stan. Et qu'au-delà de la blague, le sujet c'est surtout d'essayer de la juger sur ses actes. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Il n'y a pas que ça. Hein. Elle pourra sérieusement exercer. Oui, mais vous voyez bien qu'à un moment, je peux comprendre totalement la polémique. Il y a 2 choses qui sont pour moi très différentes. Il y a ce qui s'est passé au sein du lycée Stanislas, un certain nombre de révélations qui ont été faites, de choses qui sont absolument inadmissibles. Il y a une inspection qui a été conduite et il faut très vite qu'évidemment des choses soient rétablies. À partir du moment où il y a l'État qui finance, on doit être garant du fait que nos enfants, qui soient à l'école publique... Et tout le monde dit que c'est fichu pour elle, qu'elle est cramée. Il y a 2 choses différentes, encore une fois. Moi, en tant que ministre, je suis en charge aussi de la lutte contre les discriminations, notamment LGBT. Donc c'est hors de question qu'il puisse y avoir des établissements où devant nos enfants, nos adolescents, qui peuvent aussi être en proie au doute, fragiles, on ait des intervenants qui prêchent tout simplement. Là, vous faites diversion. Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement? C'est la question. C'est tenable? Mais c'est tenable, enfin, encore une fois, déjà. Encore aujourd'hui, il y a une polémique qui est sortie. La décision, c'est celle du président de la République. Elle s'est mal défendue, elle communique mal, elle n'a pas vos qualités, quoi. Oh, c'est sympa. C'est sympa de me faire une fleur pour ensuite que je dise une vacherie sur une collègue. J'ai bien compris la mécanique. De me flatter pour ensuite que je lâche un truc. C'est pas le sujet. Encore une fois, 1, c'est le président de la République qui décidera. 2, jugez-la sur les actes. Il y a quelques semaines encore, avant qu'elle soit nommée, vous l'encensiez sur les mêmes plateaux en disant quel courage elle a eu face à Le Gret, par exemple, à la fédération de foot. Elle a vu le courage. C'était il y a quelques mois, quelques ans, non? Tout le monde louait son bilan de femme ministre à la tête du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je ressors la rue d'aujourd'hui. Attendez un minimum. Ça, ce sont les professeurs. Ça, ce sont les enseignants aujourd'hui. Oudéa-Castéra, médaille d'or du mépris, ils n'en veulent plus. Mais je pense qu'il y a d'autres ministres, peut-être parfois, dont ils ne voulaient plus. Et la question, elle n'est pas uniquement celle-ci. D'ailleurs, il y a plus, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plus quand on sortait les tracteurs que quand on ne les sortait pas. Le pacte qu'on fait pour les enseignants, c'est 900 millions d'euros. Donc il y a un enjeu, d'ailleurs, qui est parfois un peu similaire dans celles et ceux qui manifestent et qui expriment parfois de la colère. C'est un enjeu de reconnaissance, de valorisation de ce qu'ils font au quotidien, que ce soit ceux qui nous nourrissent ou ceux qui accompagnent nos enfants et qui leur délivrent des savoirs. Donc le sujet, il est là. Et l'enjeu d'avoir de bons interlocuteurs en face, manifestement aussi. J'entends bien et je peux comprendre que ça ait pu générer pas de aussi la des frustration. Je l'entends et je crois qu'elle l'a largement compris. Elle n'a eu de cesse de s'excuser. Elle n'a eu de cesse de s'excuser. Donc au lieu maintenant qu'elle s'excuse, il faut qu'elle puisse et qu'elle ait le temps à un moment d'être jugée concrètement sur ce qu'elle va faire et ce qu'elle doit faire en tant que ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'il n'y a pas un parent qui ne se pose pas la question de la qualité de l'enseignement que nos enfants peuvent avoir. Donc c'est ça la seule question à un moment qui doit... Vous êtes prête pour la remplacer là, j'ai l'impression, non ?
Non, mais je suis convaincue. Je ne cherche pas à la remplacer. Je viens d'être nommée. Et encore une fois, sur des sujets qui sont, à mon avis, assez déterminants quand même pour notre pays, pour à la fin qu'on dise si oui ou non les choses ont bougé en 7 ans. Et je crois qu'elles ont bougé et qu'on peut continuer à les faire bouger, qu'on peut avoir des conquêtes sociales, des droits nouveaux qu'on peut continuer à créer. Après, on ne peut pas dire que l'éducation nationale, ça ne nous concerne pas tous. Parce que c'est notre avenir qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres ministres qui ont subi des manifestations, qui ont subi des grèves ? Oui. Est-ce que d'autres ministres après elles en subiront ? Sans doute. La question, c'est comment vous avez un lien de confiance avec les enseignants qui peut se créer, et avec les parents d'élèves, et avec nos enfants, tout simplement pour que l'école aille mieux. C'est ça notre enjeu. On passe à l'actualité du jour. Gabriel Attal, avec les ministres en charge à Paris, ont fait de nouvelles annonces pour calmer la révolte des agriculteurs. Souveraineté, 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 souveraineté. Je crois qu'on a bien compris le message. Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter. Nous établirons un plan de souveraineté. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Cet objectif de souveraineté, l'Europe doit être facteur de souveraineté. C'est un sujet de souveraineté. C'est un élément de la souveraineté. Les mesures de simplification sont des mesures qui visent aussi à la souveraineté. Nous défendons la souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est bon pour l'écologie. Donc je crois qu'il y avait un message. Quelques heures plus tard, le chef de l'État à Bruxelles a promis de bâtir un nouveau modèle agricole, d'apporter des mesures concrètes et à rassurer sur la concurrence ukrainienne. Donc, tout est rentré dans l'ordre ? Je ne sais pas si tout est rentré dans l'ordre, mais il y a un mouvement de colère qu'il faut quand même entendre. Moi, je suis élue d'un territoire qui est très agricole. Donc, je connais les agriculteurs. Et je vois bien que, là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la colère, elle se nourrit aussi d'un défaut de reconnaissance. Et là-dessus, il faut que tout le monde prenne sa part. Il y a ce que l'État doit faire, il y a ce qu'on doit faire au niveau européen. Comment on a aujourd'hui des agriculteurs qui se lèvent le matin, qui sont par exemple des céréaliers, et qui peuvent comprendre qu'il y a des intrants qui sont interdits en France, mais qui sont autorisés en Allemagne. Donc on leur interdit ce qu'on autorise juste à côté et on leur interdit ce qu'on importe. Et il y a aussi un enjeu, comment... Pourquoi on s'en aperçoit aujourd'hui ? Non, on ne s'en aperçoit pas aujourd'hui. On le sait, on a fait des lois pour changer les choses qui ont été difficiles. Moi, je me souviens très bien quand on appuyait sur le bouton pour la réintroduction de ce qu'on appelle des néonicotinoïdes. On a reçu, j'ai bien dit, on a reçu, mais vous imaginez pas, les centaines et milliers de mails, de menaces, d'intimidations. Ça nous a pas fait plaisir d'appuyer sur ce bouton. Mais pourquoi on l'a fait ? Parce que si on le faisait pas, on faisait crever toute une filière en France. C'était 40 000 emplois qui disparaissaient. C'est pas totalement anodin, 40 000 emplois qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'être souverain sur la question du sucre. C'était ça. Donc c'est toujours, il faut arriver à concilier des objectifs qui sont difficiles entre eux. Il y a à la fois une demande sociétale, légitime, nécessaire sur les enjeux écologiques, mais il y a aussi comment on fait en sorte que nos agriculteurs en France n'en soient pas les premières victimes collatérales. Et là, en ce moment, moi, ce qu'ils me disent, c'est en gros, on ne comprend plus. On comprend plus ce qu'on attend de nous. On dit qu'on doit nourrir les Français. En même temps, on nous dit qu'on n'a plus le droit de le faire comme on essaye de le faire du mieux possible. On nous dit qu'on veut consommer mieux, mais les Français, à la fin, est-ce qu'ils sont prêts à mettre quelques centimes de plus pour acheter un lait différent, pour acheter des œufs différents, pour acheter de la viande un peu différente ? Donc c'est tout ça qu'on doit réussir à concilier. C'est clairement pas simple. Et c'est un enjeu majeur des élections européennes qu'on aura dans quelques mois. Et vous n'avez pas peur que la suite du quinquennat devienne une suite de révoltes ? Que tout s'agrège, la révolte des agriculteurs, des profs, de la santé. On a plein de secteurs qui ne vont pas bien. Il faut être lucide. Il faut être lucide sur l'état dans lequel on a récupéré un certain nombre de choses. Il faut être lucide sur ce que le Covid aussi a généré. Vous êtes au pouvoir depuis 2017. D'accord, mais enfin, vous parlez des médecins. À un moment, pourquoi ça n'a pas été anticipé il y a 20 ans ? On savait il y a 20 ans ceux qui allaient partir à la retraite. Ça n'a pas été anticipé. Je suis à la tête d'un ministère, on parle notamment de la question de la santé des femmes. Il y a des départements aujourd'hui où il n'y a même pas un gynécologue. C'est pas qu'on n'arrive pas à prendre rendez-vous, c'est qu'on ne peut pas prendre rendez-vous parce que juste on n'a plus un seul gynéco dans un département. Donc du coup, quand vous n'avez plus de gynéco, vous avez des difficultés d'accès aux soins, vous avez des difficultés d'accès à l'IVG par exemple. Tout ça, à un moment, c'est des décisions qui doivent s'anticiper. La politique, on a l'impression aussi, je trouve, depuis quelques années, qu'on est soumis en permanence à l'urgence, au temps court, à l'immédiateté. On nous demande de réagir tous les jours, en permanence. Il faut faire un tweet, il faut aller sur un plateau. Et c'est difficile aussi parfois d'arriver à expliquer qu'au-delà de l'immédiateté et de l'urgence, il y a aussi du temps long. Et c'est ça la politique, avec parfois la frustration de se dire qu'on n'arrive pas à aller assez vite. Alors peut-être qu'avec l'acronyme que vous avez présenté, on va réussir à aller beaucoup plus vite. Mais c'est ça,
qu'il faut réussir à conjuguer. Et donc, oui, il y a des secteurs qui sont en crise. La question, c'est comment on arrive à les remobiliser, à redonner envie aussi aux Français de s'engager dans ces secteurs-là. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Qui a envie aujourd'hui de devenir enseignant? Qui a envie aujourd'hui de devenir aide-soignant, de devenir infirmier, de devenir gynéco, de devenir sage-femme? C'est ces métiers-là aussi qu'on a besoin de revaloriser. Qui a envie de devenir agriculteur? Enfin, aujourd'hui, les agris, le premier truc qu'ils nous disent, c'est on espère que moi, j'ai pas la réponse, on n'a pas la réponse, on vous pose la question à vous. On reprend nos exploitations. Vous imaginez? Alors que pendant des générations et des générations, ils transmettaient. Et là, ils se disent, en fait, on espère que nos enfants n'auront pas la folie de vouloir rester agriculteurs. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas être dans un pays en proie à la morosité. On a besoin de montrer ce qu'est la France, comment on redonne aussi de l'espoir, de l'enthousiasme, sans être bisounours évidemment, en étant très lucide sur les difficultés, en disant à un moment, on a quand même les ressorts et les moyens pour s'en sortir. Alors, avec le garde des Sceaux, c'est vous qui portez le projet d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui pensent qu'il ne faut rien changer, car il n'y a aucune menace à l'horizon? Je pense par exemple au président du Sénat. Je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe parce qu'il n'y a pas un microclimat au-dessus de la France qui nous protège ad vitam aeternam. Ça n'existe pas. Pourquoi il dit ça? C'est de la politique? Non, mais je pense qu'il en fait une question de principe, parce qu'il considère que dans la Constitution, il y a des droits qui ne devraient pas y figurer. Très bien, sauf que celui-ci, c'est pas n'importe quel droit. Comment vous le vivez, le fait qu'il dise ça? Est-ce que c'est une question de génération ou... Non, je crois pas. Enfin, moi, je suis la fille d'un homme qui a toujours été féministe. Donc, je pense que c'est heureusement pas qu'une question de génération. Et d'ailleurs, quand vous voyez... Vous êtes élu dans le même département, hein? On est élu dans le même département, même dans la bien même ville. Il a même voté pour moi, du coup, au second tour des législatives. Ah oui. Vous le connaissez bien? Oui, on se connaît et on se parle. Ça vous a surpris qu'il prenne cette position? C'est une question de principe qui n'est pas liée à la question de l'IVG. Moi, ce que je dis juste... quand même. Non, mais parce que je pense qu'il l'aurait sur d'autres questions, considérant que des droits qui sont sociaux ou sociétaux ne devraient pas figurer dans la Constitution. C'est pas un peu la vieille droite qui relève la tête pour dire les choses, simplement? Oui, mais enfin, vous savez, ce serait assez facile de le tacler ici, sauf qu'à la fin, le texte, il va arriver au Sénat. Ouais. Donc, si vous braquez celles et ceux qui demain vont voter, le risque, c'est qu'à la fin, la Constitution, l'IVG soit pas inscrit dans la Constitution. Moi, je me bats pour ça parce que c'est encore une fois, vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui est supposé être la plus grande démocratie au monde. Au Texas, vous n'avez même plus le droit d'avorter, même en cas de viol ou d'inceste. Même en cas de viol ou d'inceste, une femme n'a plus le droit d'avorter. Donc, il faut arrêter de penser que ce qui se passe autour de nous ne pourrait pas demain arriver chez nous. Je ne dis pas que ça arrivera. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, mais aujourd'hui... Mais vous avez peur d'un retour en arrière? Vous avez parlé de votre mère à l'Assemblée. Bien, mais parce que ma mère l'a vécu, elle a eu 17 ans, et à ce moment-là, elle est tombée enceinte. Et comme elle est née en 1950, à 17 ans, l'IVG, c'était pas autorisé. C'était pas légalisé. C'était pas légal. Et c'est pas non plus des générations et des générations avant nous, c'est ma mère. Ce sont nos mères, sans doute les vôtres aussi, ou vos grands-mères. Donc à l'Assemblée, ça va être simple. À l'Assemblée, c'est simple. Au Sénat, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, mais je persiste à penser que là, il y a quand même un rendez-vous historique. Et c'est rare quand même, des moments où, quand vous êtes parlementaire, quand vous êtes député, quand vous êtes sénateur, vous appuyez sur un bouton, vous dites oui ou vous dites non, et à un moment, il se passe quelque chose où vous entrez ou pas dans l'histoire. Vraiment, c'est ça. Il y a très peu de moments où vous avez ce pouvoir-là, cette faculté-là, de vous dire que si vous appuyez sur ce bouton, si vous votez oui... dites à Gérard Larcher, rentre dans l'histoire. Je lui dis, et je dis aux sénateurs, très humblement mais très sérieusement, ne prenez pas le risque. Ne prenez pas le risque de vous retrouver dans une situation où dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'autres majorités voudront rayer d'un trait de plume l'IVG. Et si on supprime l'IVG, si on supprime le droit des femmes à disposer de leur corps, mais qu'est-ce qui se passera sur les autres libertés ? En général, les populistes, quand ils arrivent au pouvoir, les premières choses qu'ils attaquent, c'est les droits des femmes. Et après, c'est les droits LGBT qui tombent, c'est les droits des minorités qui tombent, c'est la question des discriminations. Tout est lié. Tout est lié. Donc, je leur dis juste, peut-être que le texte n'est pas parfait, mais on l'a travaillé pour que ce soit un compromis. Peut-être que vous ne voudriez pas initialement que la Constitution soit modifiée, mais là, il y a un pas historique à faire pour dire à la fois à nos mères qui se sont battues dans leur propre chair pour avoir ce droit, et surtout pour nos filles, pour qu'elles n'aient plus jamais cette question à se poser, vous avez juste à appuyer sur un bouton et à voter oui. Je crois que ça le mérite. On continue la discussion. Aurore Berger est avec nous. Dans un instant, on part en duplex de la Star Academy avec Abda Sall qui est dans son corps devant le château de la Star Academy. Et puis les finalistes là.
Plongez dans l'actualité devant Quotidien avec Black Opium Overraid, la nouvelle intensité.